bien, bien sûr. Super. Alors, donc, comme je te disais tout à l'heure, toutes les startups, qui font partie de cette cohorte, sont toutes dans une phase de commercialisation et en même temps disons, d'amélioration continue de leurs solutions. Et donc dans ce cadre-là, les collaborations avec les grandes entreprises sont effectivement importantes, parce qu'elles permettent, par exemple, de collecter de la data, de valider, son product market fit et cetera. Je pense que, de ton côté, tu as connu enfin, c'est une démarche par laquelle vous êtes passés au niveau d'AgriData et je pense elle a pu vous apporter beaucoup. Donc déjà, on peut commencer par ça, que tu Mhm. nous parles de ce que cette démarche-là, a pu vous apporter, concrètement. Est-ce que ça et pourquoi c'est important de le faire? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est bien que je commence par citer mon exemple, l'exemple d'AgriData, et à quel point une telle relation a permis, à un moment donné, l'histoire d'AgriData, a permis que AgriData reste encore euh, et puisse continuer à exister, surtout quand, comme vous le savez, on l'a dit la dernière fois, AgriData, on a commencé assez tôt, en 2006, et où le mot startup n'existait pas, pendant la phase dit. Et donc, à un moment donné, on était vraiment en face d'un marché très difficile pour AgriData, il faut le dire. Et en train de parler d'informatisation du secteur agricole, un secteur qui était assez loin du métier de la technologie, la data ou la digitalisation. Mais on avait compris que ça allait venir, sauf que c'était un moment où il fallait trouver des partenaires qui peuvent vous aider, surtout dans les moments difficiles. Et ça, c'est parmi les intérêts d'avoir une relation forte avec les grandes entreprises. Une ou deux, ça dépendra de la situation de la startup, ça dépendra de son produit, ça dépendra euh, du niveau d'engagement des grandes entreprises avec. Nous, notre cas, c'était en 2008 avec le groupe de la SUS. C'était notre premier, on va dire, grand partenaire qui a fait confiance en notre produit et le produit à l'époque euh, n'était pas celui d'aujourd'hui. On a aujourd'hui un vrai ERP métier destiné à la production de fruits et légumes, et en fait toutes les filières, même les céréales, etc. Mais avant, c'était un petit logiciel qui a commencé à attaquer les aspects de traçabilité, certains aspects économiques, mais c'était très limité. Mais le fait que le rapprochement avec de la SUS en 2008, on a essayé de les convaincre par certains aspects que je vais citer par la suite pour dire à quel point ce que les corporates cherchent dans la startup, dans les fondateurs de la startup, et les questions qui nous ont été posées à l'époque étaient un peu, on va dire, c'est des questions de la part des grandes entreprises qui sont légitimes, mais il faut toujours se préparer à ce genre de questions. Exemple, qu'est-ce qui me garantit en tant que grande entreprise d'investir euh, dans un produit d'une petite société? Je ne sais pas si ça va être pérenne ou pas, si vous allez exister dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et moi, je vais vraiment, surtout par exemple, nous, notre cas, c'était de travailler sur une solution
de gestion où la société devrait gérer tous ces aspects technico-économiques, financiers, etc. Et donc, on ne peut pas permettre du jour au lendemain que la boîte, que la start-up disparaît et on se retrouve avec un système qui ne vaut rien et où la société n'est pas capable de maintenir, etc. Donc, c'est difficile quand on parle d'une équipe de 3 personnes, 4 personnes pour gérer tout ça. Donc, il fallait trouver des réponses, il fallait convaincre. Et là, un des points très importants sur lequel la startup doit travailler, c'est quelles sont vraiment ses, ses, ses forces, la force de ses fondateurs, de son équipe, de son idée, de sa vision pour répondre et mettre en assurance l'entreprise, mettre en confiance l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Sinon, c'est déjà difficile de convaincre l'entreprise d'investir. Et même si vous arrivez à la convaincre d'investir dans un premier temps, mais il faut la convaincre d'investir correctement. Et, c'est ce qu'on va voir aussi. Le rapport de force égale à égale, c'est ce que la société, c'est ce que la start-up essaie de chercher. Cherche à ce que le partenariat soit égal à égal, win-win. Mais pour pouvoir réussir cet équilibre de force, il faut qu'elle ait des arguments solides pour que l'entreprise ait vraiment la capacité de dire oui, je peux faire confiance à ces startups, je peux faire confiance à ces fondateurs et j'y vais de façon sérieuse et d'une façon, comment dirais-je, d'une façon, je peux investir correctement, je peux déployer mes ressources correctement, etc. Donc voilà, moi, pour rester dans le cas de AgriData, pour ne pas trop se disperser, c'était un cas très important où on a fait une relation avec de la suite de développement, on a bien négocié, pas donné d'exclusivité, pas donné ça veut dire au contraire, on a bien négocié nos prix, on a bien négocié l'intérêt, leur intérêt à travailler avec une société marocaine qui est proche de la réalité de leur activité, etc. Donc, on a mis en avant plusieurs arguments à l'époque, ce qui nous a permis de signer ce premier contrat intéressant avec les deux. Et par la suite, on a pu réaliser pas mal de grands comptes de la même logique. Mais on n'a jamais donné d'exclusivité. On a toujours essayé de se faire payer correctement par rapport à ce qu'on proposait comme solution, mais on a su quand même garder une évolution, une scalabilité du produit qui a permis d'attaquer d'autres entreprises et développer un produit solide sur le marché. Voilà. Donc, Et du coup, pour Youssef, le démarrage. du coup, en fait, tu disais que vous avez démarré avec une solution très simple qui a évolué évidemment au fil du temps. J'imagine que c'est aussi grâce à ces collaborations que vous avez fait évoluer votre solution, au fur et à mesure? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai dit que c'était un moment très décisif dans l'histoire d'Aviator, parce que c'était un moment où on avait du mal à convaincre les petits moyens agriculteurs. Les grands avaient des solutions françaises euh, qui travaillaient avec, mais de la SUS, on a vu que malgré qu'ils avaient une solution déjà déployée, on a convaincu sur un ensemble d'aspects fonctionnels. On est un produit beaucoup plus adapté. On peut aller
dans une logique beaucoup plus adaptée. Mais on avait tous compris, nous et le client, que ce n'était pas suffisant. Ils avaient une vision de développer les choses de façon beaucoup plus importante, et nous de même, parce qu'on ne voulait pas nous arrêter à ce niveau simple de la solution. Et justement, cette collaboration, c'est elle qui a permis de développer tous les jours de nouvelles fonctionnalités et être en mode agile. On était très réactif. Ça, c'était un point très, très important. C'est la réactivité et c'est la capacité de la startup à réagir rapidement. Parce que c'est ça, finalement, ce que cherche une grande entreprise dans la startup. On se pose toujours la question pourquoi l'entreprise ne fait pas elle-même ce développement ou n'investit pas à côté. Mais justement, c'est parce que tout le monde a compris que l'agilité et la rapidité d'exécution chez la startup, elle est inégalée. Et donc, c'est pas pour rien que, par exemple, Pfizer, pendant le Covid, elle a investi avec Vaillant Technologies pour travailler sur le vaccin plus rapidement et sortir le vaccin. Et on sait tous la vitesse qui était c'est-à-dire la sortie sur au marché qui était un élément très, très important pendant le Covid. Et donc, au lieu, on sait très bien que les grandes entreprises, ils ont quand même un cycle de décision qui est très, très lourd que la startup n'a pas. Et donc, ça, c'est parmi les choses qui nous ont aidé, bien sûr, à développer plus rapidement la solution. On n'a pas besoin de nous référer au chef de projet, du directeur de projet pour décider ou pas d'aller sur une fonctionnalité. Ben, c'est nous-mêmes qui prenons la décision et le lendemain, on peut déjà commencer à développer. Et ça, c'est une entreprise, par exemple, en informatique, sur un produit standard comme Sage ou SAP, on ne peut pas développer du jour au lendemain une fonctionnalité comme ça. Et une journée de rencontre avec le client, ça doit passer par un processus très long. Donc là, c'est parmi les points que, que la startup doit prendre en considération pour argumenter sa relation avec l'entreprise. Et l'entreprise doit voir cette réactivité dans la startup pour mettre plus de fonds, pour avoir plus de confiance dans cette relation. Donc, si je reprends les messages que tu nous as fait passer, les arguments que peut mettre en avant la start-up, c'est un, l'agilité, 2, c'est l'adaptation à la réalité du marché, qu'une solution qui vient d'une solution européenne ou américaine ne peut pas avoir. Euh, et cette notion finalement de co-développement aussi qui semble importante. Est-ce qu'en termes d'arguments, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que Delassus ont pris ce pari? Et aussi, si tu peux nous dire, tu parlais tout à l'heure du risque de pérennité de la start-up. Et ça m'intéresserait de voir comment est-ce que vous avez pu adresser ce risque-là et rassurer l'entreprise par rapport à ça. Oui, bonne question, parce que justement, moi aussi, j'étais surpris par la question. À l'époque, je me rappelle très, très bien, on m'a dit, écoutez, qu'est-ce qui nous garantit, vous êtes aujourd'hui dans une équipe de 3, 4 personnes, qu'est-ce qui nous garantit que vous existerez demain? Ben, j'avais simplement le réflexe de dire que rien n'est garanti. Même de grandes entreprises comme Nokia disparaissent. Et si vous nous faites confiance, c'est vous qui garantissez notre pérennité. Et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, si la boîte fait confiance, et si l'idée est tellement bonne, et si l'équipe et les fondateurs, surtout, sont tellement là, et on voit
déjà, eux, on voit dans leurs yeux la confiance dans leur idée, dans leur... Et je pense que c'est ça. Parce que moi, ça m'est revenu tout le temps. Quand je rencontre, après des années et des années, des clients, ils me disent, tu sais, Youssef, franchement, bon, le produit s'appelait LGA, donc il s'appelle P1 aujourd'hui. Franchement, LGA, c'est pas ce qui nous a vraiment séduit au début. Mais cette lueur qu'on voyait dans vos yeux, toi et Soufiane, quand vous parlez de votre produit, quand vous parlez de votre idée, c'est ça ce qui nous garantissait quelque part, et c'est ça ce qui nous a permis d'y aller avec vous. Et donc, il faut que vraiment, moi je parle du principe suivant, c'est que le start-upper, c'est lui le premier qui doit être déjà confiant et doit être convaincu par son idée et son produit. S'il est convaincu, ça va facilement se traduire par ses expressions sur son visage, etc., sur sa façon de présenter le produit et devant n'importe qui, dans un pitch, devant des investisseurs, devant un client, devant n'importe qui, il peut facilement convaincre parce que ça émane du fond de lui, ça émane de son quotidien, c'est l'idée de son projet, c'est-à-dire il se matérialise sur, son, sa façon de présenter la chose, etc. Et donc ça, c'est pour moi, c'est ça ce qui a été un peu déterminant dans les premières phases de la vie d'Agrida. Parce qu'on n'avait pas des moyens importants, on n'avait pas des références importantes. Nous, on n'avait pas un produit, on va dire, qui est le meilleur du marché national, non, mais on a convaincu par notre volonté de faire correctement les choses et d'y aller à fond. C'est cette réactivité, c'est ce va-et-vient avec le client, c'est ce engagement de tous les jours, c'est ça ce qui va permettre à vos clients, surtout à vos partenaires, d'investir avec vous correctement. Je trouve que c'est un point très intéressant et ça fait écho. Je sors juste d'une réunion avec un acteur agricole marocain et un de ses commentaires, c'était de dire, bah, finalement, c'était pas le cas à l'époque où vous aviez commencé à Agridata, mais finalement aujourd'hui, on va trouver plein d'entrepreneurs qui vont venir parler de solutions de gestion de l'irrigation ou de solutions d'optimisation des fertilisants et finalement, ça devient très difficilement lisible quand on est une grande entreprise, de voir toutes ces startups autour des mêmes sujets qui viennent nous présenter leurs solutions. Et ce que lui disait, c'est que bah, au final, on va avoir un fit avec une ou deux startups et on va se concentrer, même si ce n'est pas la meilleure solution, mais on va se concentrer sur cette collaboration-là pour arriver à un résultat au Tout à lieu de fait. se disperser à essayer de trouver la meilleure solution. Donc c'est vrai que finalement l'engagement, la personnalité des fondateurs, la passion qu'on arrive à faire ressortir peut être cruciale dans ces premières, collaborations. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un point, et je dis, ça, c'est un point qui est important à tous les niveaux. Pas seulement dans la relation avec corporate, dans un projet ou un autre, mais aussi avec les investisseurs, aussi avec dans la vie commerciale de tous les jours. Ça, c'est très important que la force de l'équipe et la force du start-upper soit là pour porter la valeur de l'entreprise qu'il représente. Donc après en termes de relations avec les grandes entreprises, je pense qu'il y a plusieurs, enfin, il y a deux types qui me sortent dans l'esprit. En fait, ça dépend
soit on est devant un partenaire qui est consommateur de notre produit. C'est le cas, par exemple, des domaines de l'ASUS par rapport à Agridata. Mais il y a d'autres cas de partenaires si vous êtes, par exemple, en collaboration avec un agrofournisseur, par exemple, qui, lui, n'est pas consommateur, mais lui, il veut se positionner en revendeur de votre produit. Et donc, il veut co-développer avec vous pour, par la suite, lui aussi, ça l'intéresse d'intégrer votre produit commercialement et le vendre avec vous. Et là, c'est deux schémas différents. Je ne sais pas si le deuxième schéma, il y a parmi nous des cas similaires où on est tous dans le cas où le partenaire, c'est un client, c'est un consommateur de notre produit. Non, je pense qu'il y a certaines startups, là qui, dans la cohorte qui discutent justement avec des distributeurs ou qui, d'ailleurs, oui, qui se posent beaucoup de questions par rapport, aux partenariats de distribution et aux clauses qui viennent avec ces partenariats de distribution. Mais peut-être qu'on peut aborder les 2 sujets. Je pense que j'aimerais bien t'entendre sur, justement, tu parlais des conditions de ces partenariats. Déjà avec les clients consommateurs de solutions, est-ce qu'avant de signer un partenariat, comme tu disais, avec des conditions financières intéressantes, sans exclusivité et cetera, est-ce que, on te demandait, de démontrer un petit peu la valeur de ta solution? Est-ce que tu as dû déployer des pilotes? Est-ce que et comment tu gérais cette partie-là? Et je veux bien que tu nous parles plus des clauses. Donc par exemple, quand avec Delassus, vous avez fait évoluer la solution, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez donné des discounts ou même une exclusivité temporaire ou, comment se sont passés ce type de négociations et comment vous êtes arrivés justement à vous en sortir avec des conditions favorables? Oui, tout à fait. Donc, alors, je vais citer un certain nombre d'exemples qu'on a vécu, qu'on a mis en pratique avec dans ce genre de collaboration. Euh, donc, évidemment, comme règle générale, il faut éviter au maximum de signer une exclusivité parce que ça va de soi. Une start-up euh, qui a un produit, qui a une idée de produit, qui veut développer un produit, elle ne doit pas être limitée à un seul client, sauf si vraiment ça vaut le coup en termes de rémunération par rapport à ce client. Et encore, cette exclusivité peut être limitée dans le temps. Et ça, on l'avait fait. Par exemple, avec Saham Agri, qui sont dans le palmier dattier, c'est une des premières structures très organisées avec une telle superficie, 500 hectares de Joule. On était sur un projet, ils nous avaient ramené une solution d'ailleurs pour nous dire voilà ce qu'ils font. Et nous étions déjà, ils étaient déjà clients sur la partie ERP. Mais après, ils nous ont dit écoutez, nous voulons développer la partie suivi à l'art de façon plus poussée. Et on a vu des solutions étrangères qui font ça. On a même été là, aller les voir, ils ont partagé un peu l'idée de ce qu'ils ont vu. On a dit on est capable de le faire. Et on a pris le challenge et alhamdoulilah, on a réalisé même d'une façon beaucoup plus meilleure que ce qu'ils nous ont présenté et c'est eux qui le disent. Maintenant, justement, j'ai évoqué ce sujet parce que on nous a dit attention, c'est nous qui avons demandé ça et il y a beaucoup de savoir-faire qu'on a transmis pendant les ateliers de travail et de réflexion, etc. Effectivement, ils avaient beaucoup de choses qu'ils ont apportées comme savoir-faire, comme façon comme pratique très adaptée au palmier dattier, qu'on a intégré dans la solution. Quand on a finalisé la solution, on a discuté de l'exclusivité. Ben, il y a deux choses.
Déjà, dans mon négociation de l'exclusivité, j'ai dit il y a deux choses. Il faut séparer entre ce qui est vraiment euh, de- ce qui relève vraiment de l'exclusivité, ce qui ne l'est pas. Par exemple, il y a certaines fonctionnalités qui sont banales, qui sont générales, il n'y a pas du savoir-faire, on va dire, spécifique. Et là, ça sort de l'exclusivité. Ça, c'est une fonctionnalité normale qui peut exister dans n'importe quel logiciel. Par exemple, scanner un code QR d'un arbre et relever un certain nombre d'informations. Là, il n'y a rien d'exclusif. Par contre, dans le cycle du panier dattier, leur expert leur a proposé de suivre d'une façon programmée dans le temps, quand est-ce qu'on va relever cette information, là où il y a du savoir-faire métier, j'ai dit oui, ça c'est exclusif, mais dans un deadline. Et l'exclusivité, elle a un coût. Aujourd'hui, vous allez m'interdire de vendre ma solution à d'autres clients, d'accord? Et en contrepartie, je dois être correctement rémunéré. C'est comme si on était dans un développement spécifique. Et là, j'ai mis un coût très, très important qu'ils n'ont pas voulu vraiment, n'ont pas voulu supporter. Et là, c'est à lui de juger l'intérêt ou pas d'y aller. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce savoir-faire, déjà, est-ce qu'il est vraiment exclusif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y a un brevet derrière? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui relève de c'est moi seul qui sais faire ça? Et personne d'autre ne devrait, ou bien c'est juste une information du jour au lendemain, là ça va se reproduire ailleurs et je ne serai pas vraiment le seul détenteur de cette information. Et c'était le cas. Après une réflexion approfondie, on s'est dit, est-ce que vraiment ça relève de l'exclusivité ou du savoir-faire que seul vous connaissez? Non. Il s'est avéré que ce même expert travaillait ailleurs et il disait les mêmes conseils chez Saran, il les a dit ailleurs, par exemple. Et donc, après une certaine va-et-vient en termes de discussion, il s'est avéré que vraiment, il n'y a pas une vraie notion d'exclusivité. Mais par contre, on a donné une exclusivité d'il 6 mois. Donc, sur 6 mois, je ne vais pas vendre. Ça veut dire que je vous donne quand même un avantage dans le temps que vous soyez les premiers utilisateurs de la solution. C'est-à-dire, moi, je dis que ce n'est pas normal qu'on ait produit ça avec vous, qu'on a développé ça avec vous et qu'on le retrouve ailleurs de la même façon que chez vous. J'ai dit, tout à fait normal, oui, vous avez une exclusivité dans le temps limité. Donc ça, c'est un genre par contre, quel est notre cas avec Arbor, où ils avaient leur pratique technique, ils ont développé en développement spécifique euh, au niveau du produit, et là, c'était vraiment spécifique. Ça nous a demandé en 2013 de sortir une version adaptée à Arbor. On n'est pas resté dans le standard. On a gardé le standard en parallèle, mais leur a développé leur propre solution. Et là, c'était un prix, bien sûr, bien négocié, parce que c'est du spécifique. Je suis obligé de maintenir votre version, alors que moi, dans le standard, je maintiens une seule version. Ça m'économise beaucoup de ressources. Mais dans le cas où vous voulez impérativement avoir une version, votre version, là, c'est un coût de maintenance plus élevé que celui du standard. Après, quand vous tirez, quand vous évoquez cette question de coût élevé, généralement, on se retire. Parce que bon, l'entreprise, à part, comme j'ai dit, si c'est vraiment quelque chose euh, où, euh, dans laquelle il vaudrait vraiment
être la seule qui utilise. Oh, ça, c'est vraiment, c'est très rare. C'est très rare. Ouais, c'est pour cela que j'ai posé la question, est-ce que dans les schémas du client qui est consommateur ou revendeur ou distributeur? Dans le cas d'un client consommateur, généralement, il ne faut pas donner d'exclusivité parce que euh, ça n'a pas vraiment un intérêt pour le client qui justifie de payer un coût fort pour se développer. Encore une fois, sauf si ça va lui donner l'avantage terrain extrême. Si on parle par exemple de tout ce qui est IoT, si on parle de tout ce qui est système de gestion, si on parle de tout ce qui est, je ne sais pas, les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va utiliser un truc de suivi météo euh, et il veut l'utiliser tout seul. Je, Par contre, dans tout ce qui est distribution, là, par contre, l'exclusivité a un sens. Et comme il est revendeur, bien évidemment, le distributeur, il faudra avoir la carte s'il participe au co-développement, il aimerait avoir l'exclusivité pour distribuer. Ça, c'est un schéma qui s'explique. Et là, il faut gérer un bon contrat de distribution exclusif. Et ça, c'est comme c'est comme tous les contrats de distribution exclusifs. Là, par contre, le schéma est un peu additionnel. Ça veut dire, moi, je développe, j'ai la propriété intellectuelle, mais vous avez l'exclusivité dans la distribution. Quand, par contre, on parle de l'exclusivité, ou là, on parle de la propriété intellectuelle, ça, c'est un autre sujet. La propriété intellectuelle, à mon avis, elle ne doit pas sortir des mains de la startup. Et si, dans un cas où le partenariat il est fort et l'apport de corporate il est important, là, au lieu de céder en termes de propriété intellectuelle ou de répartir la propriété entre deux unités, je préfère de loin que l'entreprise, la grande entreprise, soit prenne des actions minoritaires dans la startup et laisser la startup c'est la gouvernance de la startup intacte, c'est mieux que de partager la main sur le produit. C'est difficile à gérer, à mon sens. Voilà, donc pour ne pas monopoliser la parole, je laisserai peut-être réagir si orienter un peu mieux la discussion. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Sius. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, je voulais avoir votre avis sur, c'est-à-dire notre startup, parce que nous, on fabrique des machines de traitement de produits phytopharmaceutiques pour l'arboriculture. Donc, on a eu l'idée, ça fait quand même 3 ans, de pénétrer le marché à travers des grossistes, comme vous dites, des distributeurs. Ces distributeurs sont en fait des importateurs de matériel directement de l'étranger. Donc, on s'est assis, on a négocié un petit peu avec eux et on s'est rendu compte que ces gens-là, ils cherchent toujours à cannibaliser le produit pour avoir un prix le moins élevé possible. Et pour eux, le marché, c'est vraiment une pénétration rapide et un volume de vente assez élevé. Après 3 ans à peu près, négociations, ventes, etc., on s'est rendu compte que on n'avançait pas avec notre nouvelle technologie, mais plutôt on restait comme en stand-by. Ils voulaient pas de la high-tech, mais du low-tech. Justement, Oussama, excuse-moi de te couper, Oui, c'est une des questions que je voulais poser à Youssef. Youssef, tu parlais de co-développement avec des distributeurs, avec des négociations d'exclusivité, mais dans le cas d'un schéma de distribution simple, sans qu'il y ait une notion de co-développement sur le produit ou sur l'offre, est-ce que tu donnerais la même recommandation en termes de clause d'exclusivité?
Non, bien sûr que non, bien sûr que non. C'est-à-dire un partenaire qui est co-développeur de la solution et en même temps il est dans la distribution, euh, ne va pas avoir le même traitement et la logique contractuelle qu'avec un simple distributeur qui cherche l'exclusivité. Euh, ce n'est pas la même logique, bien évidemment. Dans une relation de distribution directe, c'est-à-dire sans co-développement, sans aide en amont de la startup, je pense que là, c'est un pur raisonnement commercial. Est-ce que ce distributeur est capable de vendre ce que j'ai? Parce que ce qui se passe généralement, c'est que il ne faut pas tomber dans le piège de guider le développement par les recommandations d'un distributeur seulement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision qui dépasse celle du distributeur. Oui, le distributeur Endo, il a un contact terrain meilleur que vous, il connaît le marché ou ses demandes, est-ce que c'est du low cost ou bien c'est c'est des produits qu'il peut positionner en produits de luxe donc ça, c'est des questions qu'il faut déjà avoir maîtrisées dès le début, avant même de commencer à distribuer par-ci, par-là. Donc, le sujet de la distribution commerciale, c'est un sujet de pure négociation commerciale, opportunité, marché et apport sur le plan marketing et commercial du distributeur et qu'est-ce qu'il va générer comme chiffre d'affaires, avec des objectifs bien évidemment. Et encore une fois, l'exclusivité avec une limitation dans le temps. On a eu des cas dans d'autres pays où on négocie ce genre de partenariat pour distribuer nos solutions sur d'autres marchés. Et donc, le CANA, il y a plusieurs paramètres. Premier paramètre, c'est la capacité des distributeurs à vendre rapidement. En termes d'objectifs de chiffre d'affaires, après avoir analysé l'offre, etc., et en connaissance de son marché, qu'est-ce qu'il va apporter comme chiffre d'affaires? Et il y a quand même des obligations par rapport les objectifs à réaliser sur une durée donnée. Première année, deuxième année. Si vous ne réalisez pas, on est dans le. Bien sûr, vous êtes libre d'arrêter ce partenariat et de passer à un autre. Maintenant, si on veut revenir à la relation de co-développement où le distributeur, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Pfizer avec Biotechnology, par exemple, sur le vaccin Covid, le distributeur, elle apporte aussi, c'est pas un simple distributeur, mais un distributeur avec, si ça peut être, comme je dirais, par exemple, le domaine, vous avez, par exemple, Syngenta ou un Bicef ou un Bayer, par exemple, qui va développer avec vous, ouvrir des portes, mais il va avoir aussi de l'apport en termes de savoir-faire. Là, c'est différent. Là, je pense qu'il y a des cas, par exemple, de Syngenta qui ont racheté des startups. ولكن خلاهم يخدموا correctement, خلاهم يخدموا de façon indépendante à Syngenta. Syngenta, il était là pour booster, pour pousser ses produits sur le marché dans lequel elle opère. Là, c'est différent. Oui, très clair. Est-ce que je pense que ça serait intéressant de continuer dans la logique de questions-réponses. Il nous reste une dizaine de minutes. Oui, Est-ce que d'autres personnes voudraient poser des questions à Youssef? Vous avez une opportunité là, quelques minutes à saisir. Vas-y, Béchir.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Youssef pour toutes ces explications. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que les partenaires, on ne doit pas signer avec un partenaire pour un contrat d'exclusivité, mais parfois vous êtes obligé d'avoir ce type de partenariat, mais à terminer. Parce que parfois, vous n'êtes pas sur place dans le pays